Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Vous êtes avec Sébastien Gobert et je vais commencer par revenir brièvement sur quelques reconfigurations majeures de l'espace politique ukrainien. La première reconfiguration, c'est une série de sanctions ukrainiennes à l'encontre de l'homme politique Viktor Medvedchuk et de ses associés. Lui est le chantre d'une réconciliation avec la Russie. C'est aussi le principal opposant à Volodymyr Zelensky. Les sanctions visent ses médias et ses intérêts économiques. Et Viktor Medvedchuk dénonce une chasse aux sorcières injustifiée. La semaine dernière, d'autres sanctions américaines, cette fois-ci, ont visé l'oligarque Igor Kolomoïski pour son implication dans de complexes circuits de corruption qui s'étendent jusqu'aux États-Unis. L'affaire atteste d'un activisme américain vis-à-vis de l'Ukraine renouvelé sous l'administration Biden. Les sanctions gênent assurément l'oligarque, mais les conséquences qu'elles peuvent avoir en Ukraine sont encore difficiles à prédire. Je rappelle qu'Igor Kolomoïski est considéré comme l'artisan de la campagne présidentielle de son ancien partenaire d'affaires, Volodymyr Zelensky. Peut-être du nouveau dans la saga Motor Sich, l'État ukrainien étudierait la possibilité de nationaliser l'entreprise d'aéronautique très stratégique, alors que des repreneurs chinois lui réclament 3 milliards de dollars de dédommagement pour avoir bloqué leur investissement. La saga dure depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est peut-être l'entrée en fonction de l'administration Biden qui pourrait rebattre les cartes. Et puis encore un aspect international de l'actualité ukrainienne. Le ministère des Affaires étrangères prévoit d'ouvrir 3 ambassades aux Philippines, au Chili et au Ghana, ainsi que 3 consulats. 30 ans après son indépendance, l'Ukraine s'affirme peu à peu sur la scène internationale. Aujourd'hui, parlons de quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, mais qui devrait nous réchauffer en cette fin d'hiver, le vin. Je suis aujourd'hui avec Olivier Dufour. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Olivier, vous êtes le propriétaire de Vinoliub. Plus qu'une entreprise, c'est une institution à Kiev, depuis qu'elle a été créée en 2006, si je ne m'abuse. Alors oui, ça a été créé en 2006. On va fêter nos 15 ans officiels cette année au mois d'octobre. En octobre, cela veut dire que cela coïncidera avec le Beaujolais nouveau. Oui, si... en espérant que cette année, le Beaujolais va couler à flot. Je ne sais pas encore comment on va fêter ça, mais on va le fêter, c'est sûr. Quel que soit le format, on se réjouit à l'avance. Et en tout cas, toutes mes félicitations pour ces 15 dernières années. On les imagine riches. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de Vinoliub ? Parce que vous-même, vous êtes originaire de Bourgogne. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré à Kiev ? Déjà, j'ai eu la passion du vin quand j'étais très jeune. J'habitais à un village qui s'appelle La Roche-Vineuse. Mes voisins étaient vignerons, j'étais toujours fourré chez eux. Mais comme vous le savez sans doute à l'époque, dans les années 70, le métier de vigneron était un métier difficile et surtout pas rémunérateur. Donc j'ai écouté mes parents et j'ai fait des études générales. Mais j'ai toujours gardé en moi cet amour de la terre, du vin et de la nature. J'ai fait du russe à l'école, ça a été certainement le deuxième paramètre dans l'équation. Et dès 1984, j'ai décidé de venir voir un peu ce qu'il y avait derrière le rideau. Voilà, après, je suis revenu sur l'Ukraine dans les années 90, sur un nouveau métier à l'époque. Je travaillais dans l'énergie et j'ai travaillé beaucoup dans l'énergie nucléaire. J'ai fait un stop de 4 ans où j'ai travaillé en centrale nucléaire en France. J'en avais un petit peu marre de passer les barrières tous les matins métalliques. J'avais besoin de revenir à mes amours et j'avais besoin de revenir sur ma passion du vin, la passion d'entreprendre et puis ma passion que j'ai toujours eue pour zone géographique. Et après avoir étudié un petit peu le marché dans différents pays, voilà, mon choix s'est porté sur l'Ukraine. Dans un premier temps, mon idée était d'exporter vers l'Ukraine des vins français, mais des vins avec une image de propriétaire. C'est ce que j'aime. Pour moi, le vin n'est pas qu'un produit, c'est aussi derrière le vin toute une culture, toute une histoire, toute une technique. Très rapidement, j'ai rencontré via la Chambre de commerce mes partenaires actuels, qui sont toujours mes partenaires actuels, qui m'ont dit « Écoute Olivier, si ça t'intéresse, si tu en as le courage, l'envie, viens t'installer à Kiev avec ta famille et nous, on te suit. » Et voilà. Avec 3 palettes que j'ai mis dans un camion et puis on est arrivé. Et alors, parlez-nous un peu de vos activités.
Est-ce que vous visez une clientèle française expatriée ou ukrainienne? Bon, en majorité ukrainien, même si effectivement je profite pour remercier aussi la Chambre de commerce parce que j'ai toujours été proche et beaucoup de gens m'ont aidé. Donc j'ai aussi avec moi beaucoup de personnes de la communauté française. Mais c'est vrai que notre cible, c'est aussi les consommateurs ukrainiens. Beaucoup de personnes connaissent la boutique. C'est un peu comme un domaine en France. On a nos bureaux, on a notre équipe, c'est un peu un showroom. Il faut savoir que dans les années 2006-2007, l'Ukraine était en plein boom. Donc on s'est lancé aussi dans la distribution, avec sur le marché à la fois de la grande distribution, mais aussi tout ce qui est corporate. On travaille beaucoup avec les entreprises, tout ce qui est événementiel, et puis tout ce qui est restauration, en plus de notre commerce auprès des particuliers. Permettez-moi aussi une question technique sur l'importation des vins de France. Étant donné que vous faites ce métier depuis de nombreuses années, est-ce que c'est compliqué? Et est-ce que aussi l'application de l'accord d'association avec l'Union européenne vous a simplifié la tâche peut-être? En fait, on a 3 métiers. On a un premier métier qui est de sélectionner les vins. On a le métier de vendre le vin. Et puis, effectivement, comme vous dites, on a un troisième métier qui, lui, est beaucoup plus technique, de faire venir le produit qu'on a sourcé jusque dans notre entrepôt. Bon, c'est de l'import, mais il y a de la logistique, et puis il y a beaucoup de technicité, je dirais, en termes de gestion de tout ce qui est banderole fiscale, accises, et surtout de gestion des relations avec différentes autorités locales. Alors, l'accord d'association nous a, oui, facilité la tâche. On a supprimé toutes les démarches de certification. On n'a plus besoin d'emmener les vins, au cul du camion au laboratoire avec les personnes avec les gros chapeaux blancs là, sur la tête. On a quand même besoin de donner des certificats, etc., des papiers, mais ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, les droits restent très modiques, surtout sur les vins, beaucoup moins sur les alcools forts. Voilà, mais il reste quand même toute une partie technique qui est aussi la gestion des accises. Vous savez, ces banderoles qu'on colle sur les bouteilles. Les droits sont très faibles, mais par contre, la main-d'œuvre là derrière, c'est un coût extravagant. Voilà. Mais dans l'ensemble, pour ceux qui écoutent et qui ça peut intéresser, moi, mon conseil sur l'import, c'est la rigueur. Et il ne faut pas jouer au chat et à la souris avec les autorités locales. Il faut juste faire le job, bien le faire. Et ça, vous savez, après, on peut travailler. Et alors, après 15 ans, est-ce que votre activité principale tient encore à l'importation des vins français pour faire connaître ce patrimoine, ou bien vous vous êtes diversifié aussi dans les vins ukrainiens? Alors d'abord, Sébastien, j'aime bien ce que vous dites, le mot patrimoine. Moi, je me considère d'abord comme un porteur de patrimoine. Merci pour ce mot, parce que c'est vraiment un mot que j'apprécie et que voilà, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire passer. Après, les vins ukrainiens, je vous ai expliqué que je connais bien cette zone géographique depuis les années 80. D'abord, l'Ukraine est un pays de vin. Maintenant, je ne commercialise pas de vin ukrainien. Je l'ai fait avec un ami, Ivan Plachkov, qui est le propriétaire de Coloniste. En même temps, les gens qui viennent à ma boutique, ils viennent pour acheter des vins français. Alors, il y a un moment où essayer de garder le cap. Alors, il y a une deuxième région vraiment objective, c'est que malgré le fait que l'Ukraine a toujours été un pays de production de vin, qu'il y a un renouveau de la production de vin actuellement en Ukraine, les producteurs de vin ont encore du mal à stabiliser leur vin. On peut goûter un vin qui va être excellent, mais on n'est pas sûr que le même vin acheté à un autre endroit sera de la même qualité. Ah, c'est intéressant. Comment est-ce que vous expliquez cette difficulté à stabiliser le vin? Comme je vous le disais au départ, les vins français, mais pas uniquement, les vins, je dirais, de la vieille Europe, dans le monde du vin, l'Italie, la France, l'Espagne, etc., c'est une histoire. C'est-à-dire que vous avez des vignerons qui travaillent leurs vignes depuis des centaines d'années. Donc il y a un savoir-faire qui est transmis de génération en génération, et il y a surtout une terre qui a appris à aimer le pied de vigne et qui est complètement adapté. En Ukraine, les producteurs le comprennent, mais vous savez qu'en Ukraine, on veut un retour sur investissement rapide. Donc, on va privilégier le volume et ne pas forcément être suffisamment patient sur la qualité. Et la stabilité des vins demande une
véritable adéquation entre la terre, le cépage, et ensuite un vrai savoir-faire, et puis aussi une maîtrise des rendements et des volumes. Mais en tout cas, il y a un engouement certain pour le vin ukrainien. On peut le voir à travers certaines initiatives et certaines entreprises comme Like a Local. Je rappelle que la propriétaire Yevgenia Nikolaïchuk était la lauréate du prix de la femme d'affaires 2020 de la CCIFU. Mais sur cet engouement, est-ce que vous pensez que c'est un simple effet de mode ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus structurel ? C'est pas un effet de mode, c'est une vraie mutation, je dirais, culturelle de la consommation. Aujourd'hui, ceux qui veulent rester sur la consommation d'alcool fort passent naturellement sur le whisky. La vodka fait un peu old fashion, mais la consommation de vin est un phénomène vraiment à long terme. Les gens qui se mettent à consommer du vin ne reviennent pas en arrière. La consommation de vin en Ukraine, plus généralement en Europe de l'Est, était plutôt orientée sur les vins sucrés. Aujourd'hui, elle reste majoritairement sur les vins sucrés, mais la plupart de la consommation plutôt citadine, en majorité les femmes, évoluent vers des vins de plus en plus secs. Et comme je vous disais, une fois qu'on se met à consommer du vin, on ne revient pas en arrière, mais une fois qu'on commence à consommer des vins secs, on ne revient plus non plus sur les vins sucrés. Donc il y a un phénomène de fond qui va emmener le consommateur de vin vers des vins, vers de plus en plus de consommation de vin, mais aussi de plus en plus de vins secs. Et si on prend encore un peu de distance, est-ce que vous pensez que le changement climatique impacte sur le potentiel viticole de l'Ukraine ? Est-ce que ça l'aide ou est-ce que ça la dessert pour devenir un pays qui fait des bons vins ? Oui, le changement climatique, il a un vrai effet sur la production du vin. Mais si on continue à parler du marché local, mon point de vue est un peu figé. Je dirais que la question n'est pas du changement climatique. Grosso modo, pour faire un vin, pour faire du bon vin, il faut 3 paramètres. Il faut une terre qui soit adaptée à des pieds de vigne. Le deuxième paramètre, il faut un climat qui permette que le pied de vigne s'épanouisse dans cette terre. Et le troisième paramètre qui est très important, c'est des personnes qui ont le savoir-faire, la patience et, je dirais, la ténacité pour produire des bons vins. Alors, changement climatique ou pas, je dirais que c'est ces 3 premiers paramètres qui sont fondamentaux pour l'évolution de la production de vins ukrainiens de qualité. Bien sûr, en Ukraine, il y a des cépages qui malheureusement ont été oubliés et je trouve dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs s'orientent toujours vers les mêmes cépages, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay, le Sauvignon. Aujourd'hui, en Ukraine, pour définir une identité du vin en Ukraine, il faudrait aussi qu'ils acceptent de travailler avec patience sur des cépages qu'on ne connaît pas en Europe. Voilà, parfois le business peut détruire ce qui fait le fond du business, à savoir la qualité du produit. Oui, c'est encore une autre facette de ce pays en transformation qui se remet à peine des chocs nombreux du XXe siècle. On va suivre tout cela avec attention et évidemment sur la longue durée. Merci beaucoup Olivier Dufour pour votre témoignage et votre expertise. Merci à vous Sébastien. Félicitations pour tous vos podcasts, sincèrement. Et félicitations encore pour ces 15 belles années. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.